Alors, normalement c'est parti. On va essayer de s'accrocher un petit peu. Je sais pas combien de fois j'ai essayé de faire cette vidéo. J'ai une poisse, bon, au niveau technologique là, qui était un petit peu compliqué. Donc, bonjour. Je voulais vous faire en fait tout simplement un petit aperçu des dernières choses que j'ai, mais que je n'avais pas présentées. On a ici des choses qui sont arrivées vraiment là au mois de décembre. Ça, ce sont deux choses qui sont arrivées en juillet, mais que j'avais jamais eu l'occasion de présenter. J'en ai montré aucune photo. Et puis ça, c'est assez récent aussi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais monter d'abord les oracles qui fonctionnent ensemble, et puis ensuite probablement les deux tarots et les deux jeux, les deux autres oracles. Donc là, c'est juste les boîtes. C'était un petit montage parce que vu que j'ai essayé de faire la vidéo plein de fois, les cartes sont déjà ailleurs. Donc on va essayer de ne pas tout renverser. Alors, nous avons deux oracles du même auteur qui se trouve être Tony Carmine Salerno, ou Salerno ici en l'occurrence. Je ne sais plus comment son nom se prononce en italien, donc voilà, je fais en tout cas le plus clairement possible pour qu'on comprenne toutes les syllabes, même si ça ne se prononce pas de cette façon. Celui-ci est traduit en français, c'est sûr. Celui-ci probablement parce qu'il était également assez en vogue à un moment donné, et que je l'ai croisé, je l'ai vu au Canada, je crois au Québec, et donc au moins les Québécois ont traduit une version, il me semble. Alors je vais commencer par celui-ci, si j'arrive à ne pas inverser la gauche et la droite sur la caméra. Alors c'est un oracle tout simple, hop là, avec des illustrations centrées, des bords, et puis pas de numéro, mais, alors j'aimerais essayer de faire le focus. Mais un mot-clé ici, si je le rapproche un peu, est-ce qu'il focus ou pas? Ouh, elle est dure cette caméra, j'avais oublié, parce que là j'ai pas la même caméra que d'habitude. Alors ce que je vois, est-ce que si j'éteins ici on y voit encore quelque chose? Oui, on y voit encore un peu quelque chose. C'est pas génial. En tout cas, vous avez des choses abstraites comme celle que je viens de vous montrer. Vous avez beaucoup de femmes et de visages. C'est vraiment une des choses majeures chez cet auteur. Vous avez des silhouettes lumineuses. Là, vous avez quelque chose de figuratif avec une étoile et des arbres. Du moins, c'est ce qu'on suppose. Un visage. Beaucoup de femmes avec des arbres. Voilà, les mots-clés étant l'univers, méditation, l'arbre magique, plus de blessures, le home, l'éternité, le pouvoir, les vies passées, que je trouve magnifique aussi par exemple. Alors si j'arrive à le... dans tous les tons roses, verts, d'ailleurs souvent les bordures en fait sont associées, la couleur est associée à l'image. Donc là c'est plutôt orangé, là c'était plutôt vert, celle que j'ai montrée tout à l'heure c'était jaune, il y a du rose, du violet, ça dépend pas mal. Donc en fait c'est un oracle, ah oui, qui a une spécificité aussi, c'est que parfois il a des lames à la verticale, enfin à la verticale, et puis parfois il a des lames à l'horizontale. Donc c'est, je le trouve assez flou par rapport à l'autre, mais je ferai une review comparée des deux en fait, mais grosso modo c'est un petit oracle, plus de guidance comme ça, pour tirer une carte de temps en temps, probablement que de répondre vraiment à une question. Mais c'est une première impression, on verra si ça se poursuit avec le temps. Le deuxième, je trouve, est beaucoup plus beau. Ah bah, je le fous à l'envers. L'oracle de Gaïa, vraiment, normalement dans mon souvenir, il était très en vogue à une époque parce que il est juste magnifique. Les cartes sont vraiment plus travaillées que l'autre, je trouve. Il a des couleurs beaucoup plus contrastées, beaucoup moins... je sais pas comment dire. Enfin, là, dans l'immédiat, je ne retrouverai pas mes mots parce que je suis assez fatiguée. Donc voilà le dos des cartes. Ah, j'ai oublié de montrer le dos des cartes des autres. C'est un petit papillon. Je reviens juste un instant. Un papillon sur un fond bleu. Voilà, ça c'était les cartes du précédent. Et celle-ci, il y a le livret qui a donc la même image en partie. C'est cette image-là qui est également une des lames du jeu en fait. Voilà, donc on a, comme vous voyez, des visages, toujours des femmes, enfin souvent des femmes, beaucoup. On a aussi des oiseaux, on a des femmes allongées, on a des femmes arbres, on a des fleurs, on a des arbres et des femmes, des cœurs aussi. Là, on a un homme, ce qui est tout à fait agréable à trouver. On a aussi des choses assez abstraites, comme ici. Celle-ci qui est à la fois figurative et intéressante, géométrique. Celle-ci qui est abstraite aussi avec des sphères et des lumières.
Voilà, des femmes. Quand je disais qu'il y a des cœurs aussi. Encore une femme dans la verdure. Il y a beaucoup de voilà, ça c'est la carte donc du cœur sacré, qui est la carte du livret et du dos des cartes. On a des visages également, un peu comme dans l'autre. Voilà, un petit oracle avec des mots-clés. Plus précis, cela. Régénération, renaissance, résultat positif, purification par le feu, la vérité nue, la libération, se libérer d'un attachement négatif, la transformation, la confiance, la purification par l'eau, l'arbre enflammé qui signifie le début de quelque chose, la protection ou le fait de déplacer des obstacles, penser à l'autre, penser pleine d'amour, le message. Voilà, il y a un peu de tout, il y a des déesses, des femmes. Celui-ci est vraiment très très beau. Je vous encourage à aller voir des photos sur internet parce que vous trouverez toutes les lames, vous en trouverez beaucoup. Vous trouverez probablement des reviews vidéo uniquement consacrées à ce jeu. En français, je ne sais pas si elles existent, en anglais, il y en aura sûrement. Et vous aurez la possibilité de voir les lames en couleur, avec des détails. Étant donné que je pars bientôt, je réalise ma vidéo ce soir, et donc c'est vrai que la lumière est pas géniale, il faut l'avouer. J'aimerais vous faire une présentation un peu plus spécifique, mais on va voir. Alors, le deuxième jeu, c'est le tarot de Ude. Alors ici, il y a un petit accroc, mais voilà, le tarot de Ude traduit en français, qui est un jeu que j'ai énormément apprécié au premier coup d'œil. Il était vendu du Mercier à un prix tout à fait raisonnable, c'est un épuisé. Et je me suis laissée tenter. Juste pour vous montrer le dos avant d'oublier. Voilà, donc grosso modo, il y a un petit livret blanc à l'intérieur, que je n'ai pas lu du tout. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé du tout ce jeu, j'ai uniquement regardé les lames. Et il a une patte artistique matérielle assez étrange, c'est qu'il est fait avec des peintures, mais aussi des impressions de collage en fait. Donc ça c'est la roue de la fortune par exemple. C'est tout à fait intriguant. Alors je vais vous montrer un exemple. Là vous avez la femme avec son visage. A priori ses cheveux ont l'air d'être peints, le visage aussi, aquarelle probablement, mais tout ce qui est texture, le pilier, le manteau, on dirait vous savez, des découpages dans quelque chose d'abstrait, des marbrures qui ont été collées. C'était la justice au passage. Je ne sais pas à quoi ça rime. Les cartes ah non, ça c'est une majeure, attendez. Les cartes des personnages de cour, je vais y arriver, si j'en retrouve une. Voilà, non. Ont cette particularité, voilà, d'être comme ceci. Avec des morceaux, par exemple, vous voyez, quand je parlais de collage, notamment ici, ça prend son sens ou pas? Allez, fais-moi le focus, sois sympa. Voilà. Avec des morceaux de cartes derrière, de cartes du monde, de vieilles cartes Renaissance, d'exploration. Et je trouve que les visages ont quelque chose de tout à fait intéressant. En fait, il est vivant. Oh, regardez-moi cette reine de bâton, comme elle est magnifique. Ce visage, je sais pas comment dire, j'essaie d'enlever le reflet, mais c'est pas évident. Comme ça, peut-être. Je sais pas. Les visages sont différents de ce qu'on voit d'habitude dans leur taille, dans leur finesse, dans les couleurs, comme ça, la belle couronne. Et puis, comme je vous dis, le manteau texturé, là, avec une marbrure. L'empereur a également une carte, vous voyez, en fond. Atlas. Pour vous donner une idée de l'âme. Alors ça suit le Rider-Waite hein, globalement. J'aime beaucoup là. Du coup le personnage est tellement doux. La carte de la force prend... Je sais pas. Elle est tout à fait traditionnelle mais elle prend... J'arrive pas à faire le focus. Elle prend quelque chose de magnifique. Le soleil est tout à fait commun. C'est la carte qui est sur le dos du jeu. La lune. J'aime beaucoup l'étoile entièrement plongée dans l'eau. Avec ses cheveux comme ça. C'est très très beau. La mort que j'ai trouvé tout à fait originale, même si on a déjà vu beaucoup de cartes de la mort avec des papillons, vous me direz, pour signifier la transformation, mais là comme ça, plaqué au niveau de l'omoplate pour évoquer la forme des ailes du papillon, j'ai trouvé ça chouette. L'ermite, j'aime beaucoup. C'est pas forcément une carte fétiche, mais je l'ai trouvée très très belle sur ce jeu.
Vous voyez l'impératrice également avec comme une texture de feuilles collée derrière. On a presque l'herbier maison, on a presque l'impression d'avoir un herbier maison là. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Je vais vous montrer quelques cartes plutôt des mineurs. Donc ce sera un tarot à utiliser vraiment comme un tarot. 78 cartes, complètement standard. J'attends de voir ce que la personnalité du jeu va apporter. Pour quel type de questions il va répondre ou pour quel type de personne. Vous voyez le 5 de coupe là. Tout à fait classique. Cette personne qui est la tête sur le côté. Ah, c'est chiant le focus là. Tu veux pas faire focus, hein? Non? Puis j'y vois rien en plus vu que j'ai ma caméra baissée. Bon. Je sais pas, hein, ça. Je vais pas faire forcément très bien. Mais il y en a des très connus. Voilà, par exemple les 4 des bâtons. On reconnaît bien les piliers de chaque côté, la petite guirlande et les personnages. Celui-ci est tout à fait évocateur aussi. Le monde est tout à fait perturbant avec ses 2 mains comme ça. Et ces 2 feuilles. Et il fait toujours pas le focus ce vilain. Alors c'est ici qu'il veut pas avoir le fond. Bon, je vais laisser tomber pour ce soir. Sinon je vais me crisper. J'ai déjà fait tellement d'essais. Là aussi on a le 5 de pentacle qui est tout à fait classique avec le vitrail. Il est frais, il a des jolies couleurs. Bon, les paysages sont très épurés. Vous voyez là, on a juste un ciel et une prairie verte derrière. Donc, c'est pas forcément très travaillé, mais il y a des détails qui je sais pas. J'aime beaucoup l'as d'épée. Pourtant tout à fait simple, vous voyez, avec ses fleurs. Là. Mais cette femme-là aussi est tellement vivante. Le 2 d'épée. Pourquoi tu veux pas zoomer? J'essaie d'enlever les reflets. Je sais pas. Celle-ci aussi dans sa posture, tout à fait... je sais pas, ça me rappelle des choses. Donc voilà, ça c'est le tarot de Hude. Je ne sais pas donc ce que vaut le livret, comme je vous ai dit. J'ai fait une exception pour ce tarot-là, c'est-à-dire que j'avais envie d'aller plus loin parce que je le trouve particulier. Je voulais savoir ce qu'évoquaient les cartes, les planisphères. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu? Et du coup, j'ai trouvé un petit livre d'accompagnement, attention de ne pas tout casser, qui n'a pas le titre du jeu du tout sur la couverture, donc je sais plus, je l'ai trouvé sur un forum ou quelque chose. Donc voilà, qui est écrit non pas par l'auteur, mais par quelqu'un qui a flashé sur ce jeu et qui a énormément travaillé dessus. C'est un vrai livre d'à peu près 300 pages, avec à chaque fois une carte, sa représentation en noir et blanc, un petit texte ici, un petit texte ici, le résumé des affirmations. Grosso modo. Ça peut aller jusqu'à 3 pages par carte. Et je pense qu'il y a, comme dans tout le reste, une introduction, etc. etc. Je ne l'ai pas encore lu parce que ce tarot reste de côté, je ne travaille pas avec pour l'instant. Mais je vous le présente. Et ensuite, il nous reste 2 choses. Non, 3, pardon. Il nous reste un tarot, qui est donc celui-ci, un autre tarot épuisé dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a également tapé dans l'œil. Très, 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 très étrange celui-ci. Je ne travaille pas non plus avec actuellement, donc... c'est un mélange, alors voici les cartes, le dos des cartes, de contes, représentations sorcières, ésotériques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est tiré des années 80. Enfin, il a été dessiné dans les années 80. Et je trouve que les illustrations de fantasy, de cartes, de tout, qui datent des années 80, se reconnaissent. Elles ont un style, elles ont une patte. Il y avait des codes esthétiques qui étaient similaires dans les crayons, les peintures, etc. Les visages, les postures. Comment représenter le corps. Et il y a quelque chose. Et je pense que c'est de la... Pourtant, j'étais pas née à cette époque-là. C'est de la nostalgie, mais j'accroche à ça. Ça me fait tic. Et ce mélange d'ésotérisme et de paganisme et de... Je sais pas. Il y a quelque chose d'étrange dans ce tarot. Donc, je me suis laissée porter. Je pense qu'il me servira pour quelqu'un en particulier. Ou... Alors voilà. Par exemple, on a Erda, qui est la reine de Pentacle, où on voit la Vénus, la statue de la vieille Vénus ancienne, mais regardez, elle a un pentacle, et en plus un pentacle inversé sur le bas-ventre, donc on mélange complètement des choses qui n'ont rien à voir, un pentacle et une déesse
préhistorique, enfin une représentation préhistorique d'une déesse, pour faire vaste, sur un tumulus. Ensuite, vous voyez, on a Nimue, ici, qui est la princesse de Pentacle. Ça ne fait pas le focus encore? Toujours pas? Voilà. Donc on a Nimue en plein milieu d'un pentacle qui n'avait rien à voir avec les légendes arthuriennes. On a aussi une croix de vie et on a aussi des dolmens. Donc là, vous voyez, dans le sens mélange avec tout ce qu'on peut. C'est étonnant. On a aussi des cartes de ce type qui sont extrêmement épurées et géométriques. Et ça aussi, ça m'évoque des choses des années 80. Le tarot du Seigneur des Anneaux des années 80 peut faire penser à ça. Alors pareil, j'essaie de faire le focus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. Nous avons la justice, donc assise sur deux piliers blancs. Vous avez un fond qui est également carré, avec donc marron, un deuxième fond carré. Donc vous avez des couches comme ça, l'épée qui monte, juste un œil en haut, très épuré. On a pas mal de cartes qui sont comme ça. Alors celle-ci, c'est pas à ce point non plus, mais on a des piliers qui sont stylisés sur la princesse de coupe. Les petites lunes dans un sens puis dans l'autre au-dessus de sa tête, le rouge rosé blanchâtre ici qui rappelle le rouge de la coupe, le rouge du manteau qui est également le rouge du chaudron, les deux lampes parallèles. Vous voyez, il y a un grand effort de stylisation, côté épuré je trouve, et de symétrie. Bon là c'est vrai qu'il y a quand même le chaudron, il y a des petits détails, mais il y a un côté comme ça, raccord. Après on a des choses qui évoquent carrément rien. Donc séclusion, qui est en français généralement l'isolement, voire une forme d'emprisonnement. On voit pas. Fais-moi le focus, sois gentil. Non? Sois gentil. Voilà. Donc vous voyez un personnage avec ce physique assez particulier, donc c'est une femme, et les épées plantées. Ça évoque certaines BD des années 80. On a ici quelque chose de complètement païen, puisque c'est une représentation nordique, la carte de la défaite. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est la carte de la défaite, parce que c'est pas une défaite du tout techniquement. Nous avons Odin, pendu sur l'arbre du monde, avec les 3 nornes qui filent en dessous. Donc, étant donné que la pendaison d'Odin est un sacrifice et une victoire sur la sagesse, je ne comprends pas trop pourquoi c'est la défaite, mais bon, ça peut être intéressant. Ici, on a quelque chose de plutôt égyptien, le passage. Alors là, par contre, c'est très logique, avec le fleuve qui servait de représentation, on passe d'une rive à l'autre, c'est le monde des vivants, le monde des morts. Pourquoi pas? Maintenant, il faut voir sur le 6 d'épée comment ça se justifie. Là, on a quelque chose de très magique aussi, vous voyez. On a une sorcière, si j'arrive à le faire comme ça. Allez, sois sympa. Non? Toujours pas de focus? Toujours pas de focus? Bon. On a une sorcière, son chat noir, une bougie, et puis des petits symboles derrière qui sont tout à fait modernes. Ici, on a un chevalier qui fait plutôt penser à quelque chose d'arthurien dans son idée complètement abattue, un chevalier en pleine défaite. Maintenant, son vêtement, je crois que c'est un templier, enfin en tout cas en croisé, donc rien à voir. C'est tout à fait mélangé. Ici, on a des silhouettes qu'on penserait sorties d'une secte de sorcières au départ, si on regarde pas bien, et en fait, oh, fais-moi le focus, sois sympa. Tu veux pas ? Si je le fais comme ça, non? Je vais répéter tout le temps, sois sympa sur la vidéo, je sens qu'il y en a qui vont se marrer. Bon, dans tous les cas, elles ont une épée, mais dans l'autre main, si vous voyez, même si c'est flou, en fait, le petit truc noir, c'est une croix. Donc en fait, ce sont des religieux, catholiques, et donc la femme, comme il est probablement vue comme une sorcière. Donc voilà, ça joue sur ce genre de mythe, mais il y a aussi des choses tout à fait païennes. Alors ça, vous voyez, dans le genre illustration fantasy 66, enfin 66 pardon, des années 80, la femme avec son armure, enfin son espèce de maillot de bain en ferraille comme sorte de pseudo armure, les casques ailés comme ça, les cheveux au vent, c'est tout à fait les années 80. Il y a plein de choses, donc voilà, je peux pas tout montrer, je ferai une présentation éventuellement si vous demandez dans l'avenir, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a tapé dans l'œil pour son côté rétro. Enfin, rétro, on se comprend, hein. Et pour ce type d'illustration, pour voir
Pourquoi les symboles ont été choisis comme ça? Pourquoi ce mélange de pentacles partout, de mythes païens, certaines cartes qui sont très surprenantes? Ça m'intéressait tout à fait. Voilà, donc c'est pareil, c'est un tarot que j'ai saisi parce que c'était une occasion en or. Et puis, je le verrai plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est pas... Ça n'est pas sur ma liste de travail, sachant qu'en plus, je repars à l'étranger, donc il va rester en France, celui-ci. Voilà. On passe aux deux derniers oracles. Celui-ci ayant été présenté moult et moult fois sur la toile, l'oracle des reflets de Célia, que j'ai acquis récemment, qui a été présenté dans sa boîte en dur, très difficile à ouvrir comme les autres, avec son petit ruban, la facture est excellente. On regrette que la boîte soit aussi difficile à ouvrir, la mienne était assez griffée, j'étais un peu déçue, un petit peu abîmée, mais ça ne fait rien. Et les cartes, le petit livret, accessoirement, qui ne fait en fait que la moitié, parce que c'est moitié anglais, moitié français, avec une liste de mots-clés tellement succincte. C'est à l'ancienne, hein. C'est comme les jeux de cartomancie, dans le sens que vous n'avez quasiment aucune information, c'est juste des mots-clés qui peuvent être à la fois similaires, à la fois complètement différents. Pour choisir la bonne interprétation, c'est un vrai casse-tête. Donc c'est très succinct. C'est logique. Les petits livres blancs, c'est normalement, c'est comme ça qu'ils sont faits. Mais évidemment, beaucoup de gourmands et amoureux des cartes regrettent bien que les petits livrets blancs ils soient faits comme ça parce que c'est pas assez. Au niveau de la facture, elles sont donc dorées. Il n'y a pas de surprise. Le dos, comme ce que je vous ai montré sur la boîte, avec les poissons magnifiques, qui sont probablement réversibles du coup. Et ces cartes tout en sépia, avec des taches d'encre. Le papier en fait a été teint d'une seule pièce, dans des cuves, enfin souvent c'est dans un petit bac qu'on fait ça. Je sais plus si c'est du brunois ou autre chose. Et du coup, une fois que les papiers ont été séchés, elle les a pris et elle a dessiné les formes en fonction des motifs qui étaient dessinés. Ça donne des choses très très heureuses. Là par exemple, vous voyez que dans celle-ci, il y avait une grosse tache qui lui a servi à imaginer une queue de renard, vous voyez, qu'elle a du coup à peine contouré à certains endroits pour la laisser dessiner. Il y a des très belles choses. Là, c'est la tache sert de la robe à ce personnage féminin. Les mots-clés sont très succincts, un nom, un article souvent. De tous les jours, il y a des choses un peu simples. La communauté, l'entraide, l'hiver, l'été, oui il y a les saisons, le conflit, la famille, l'armure, l'exclusion, l'automne, la femme, l'homme, l'ombre, le conditionnement. Donc en fait elles sont conçues pour servir dans un accompagnement à la fois de guidance, c'est-à-dire on tire une carte de temps en temps sans question, mais aussi de réponse aux questions et de questionnement sur soi. Célia est une femme qui travaille dans le développement personnel et dans le milieu du développement personnel et dans la psychologie. Il me semble qu'elle est thérapeute professionnellement. Célia, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais tu l'as précisé dans une de tes vidéos. Et du coup, cette approche se ressent énormément dans les cartes. C'est-à-dire que, pas forcément dans les dessins, qui sont tout à fait, enfin, je trouve esthétiques en soi, mais par contre, le choix des mots-clés et les idées qui sont associées avec, il y a une logique de psychologie, les conflits internes, les conflits avec soi, la question du miroir, de la justice, la fragilité, la vulnérabilité, le laisser-aller, l'énergie. Parfois, je trouve même que ça n'est pas visible assez dans les dessins. Mais il y a de la logique dans les mots-clés. Mais parfois, je trouve que les dessins manquent de force ou le principe qui est derrière la carte ne transparaît pas assez. Mais c'est uniquement une première impression. J'ai à peine fait un tirage avec. Celui-ci, je pense que je vais l'emporter avec moi parce que c'est une magnifique pièce que j'aimerais utiliser. Donc ça, c'est un magnifique oracle qui a un charme fou, qui est extrêmement demandé, enfin, publié sur le... Enfin, pas publié. Enfin, on en parle partout sur la toile. Quand je dis partout, ce sont sur les blogs français de review, les copines, comme on dit, ou les connaissances, et sur les YouTube. Donc, celui-ci est présenté, excuse-moi encore d'écorcher ton nom, chez Suilor et Sling. Je le prononce comme ça pour qu'au moins vous visualisiez les lettres et que vous puissiez aller rechercher le nom, même si je le prononce n'importe comment. Qui doit être Ashling du coup, mais bon, bref. Chez Angel Taena, qui a une chaîne YouTube, il y a une personne, il me semble, qui en a fait une review article très complète.
Et je pense que si vous tournez, Vincent Smile a dû faire une vidéo sur son YouTube. Si vous tapez ça dans YouTube, vous allez trouver plein de femmes et d'hommes, accessoirement, qui ont fait des reviews. Parce que les Français se sont jetés dessus, parce qu'on a un oracle de chez nous là qui fait très plaisir. Voilà. Le dernier est un oracle qui, pour les gens qui suivent l'actualité du tarot, des jeux de cartes, a été présenté moult fois il y a plusieurs mois. Il était très en vogue. La première édition a été vendue, et donc ça c'est la deuxième. Le Spirit de la Lune, comme vous le voyez, la particularité de celui-ci, c'est qu'ils ont ajouté des détails argentés. Ils ont mis ces petites lunes tout le long. Et ils ont changé la boîte. Oh là là, pardon. Au départ, ça se vendait. Donc les cartes sont à peu près, non pas comme le grand cercle, mais comme le deuxième cercle à peu près. Ici, là. Oh là 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 là, c'est difficile à faire à l'envers. Voilà. Il y avait en fait une petite boîte en aluminium. Bon, je dis aluminium, mais je ne sais pas ce que c'était. Enfin, en métal. En fait, qui contenait les cartes et le livret. Le livret était petit à la taille des cartes, il me semble. Il était rond au départ. Ah non, je dis peut-être une connerie, le livret n'était pas dans la boîte, il n'y avait que les cartes dans la boîte. Bref, si vous tapez Spirit de la Lune sur YouTube, vous allez trouver de tout, même sur Google Images, vous allez voir l'ancien coffret première édition et celle-ci. N'utilisez pas à taper Spirit de la Lune First Edition et puis Second Edition, et vous verrez les deux versions. Donc celle-ci a été refaite, c'est vraiment un très très beau coffret. Le papier est glacé, mat et avec cette texture douce en fait, vous savez, c'est très très agréable. On a un fond bleu rose, moi j'adhère pas spécialement, avec marqué Spirit de la Lune ou Tune to the Moon, pardon. Et là je vais manquer de lumière. Voici le livret qui a peut-être été refait. Si la taille, il me semble qu'il y a eu des édits, ils ont remis pour mieux aligner le texte sur les pages, une page par ou deux pages par chose. Mais c'est très loin dans ma mémoire. C'est juste pour vous le présenter, là, c'est pas une review. Et comme vous voyez, ils ont ajouté exactement le truc argenté. Voilà. Ensuite, dans la boîte, ça a tout débordé parce que je fais ça n'importe comment. Mais ce qui se passe, c'est que les cartes sont au centre, maintenues par cette chose qui est du polystyrène. Et donc, vous avez les deux encoches pour le sortir. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ou alors, on retourne la boîte et puis voilà, c'est réglé. J'ai juste souvent deux cartes qui restent bloquées au fond. Mais voilà, vous avez ce polystyrène qui fait qu'elle ne ballotte pas et qu'elle ne s'abîme pas. Je pense que c'était une très bonne idée, même si quand on a beaucoup de tarots, c'est agréable d'avoir des tarots qui prennent beaucoup moins de place. Et si on avait juste une petite boîte en métal, ça prenait vachement moins de place. Mais ce coffret est magnifique, il a vraiment de la gueule pour être un tout petit peu vulgaire. Et il est transportable, il est quand même compact, tout ça. Les cartes ont également ce dos.